Et si on sortait de la productivité pour aller vers de la robustesse ? Bonjour à tous et à toutes. Chers auditeurs de Demain n'attend pas, je vous propose aujourd'hui une interview avec Olivier Amand, chercheur biologiste, qui nous invite à décrypter la façon dont on fonctionne tant sur le plan personnel que sur le plan de nos vies professionnelles, sur le plan de nos industries, et d'observer et de voir à quel point tout est aujourd'hui dicté par un culte de la productivité. Culte de la productivité qui nous emmène dans le mur, dans un monde qui est ô combien fluctuant dès aujourd'hui, mais encore plus demain. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à changer de lunettes et à regarder comment est-ce qu'on pourrait faire différemment en mettant beaucoup plus de robustesse à la fois dans nos vies, mais aussi dans chacune de nos industries. Ensemble, on va voir que les solutions sont déjà là, que l'avenir est en marche et qu'il ne demande plus qu'à être déployé. Cet épisode vous est proposé par Demain n'attend pas, en partenariat avec l'Université de la Terre, un événement exceptionnel qui nous rassemble tous les 2 ans à l'UNESCO pour parler et partager sur les grands enjeux du monde contemporain. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et comme toujours, si l'épisode vous plaît, s'il vient vous intéresser, vous titiller, notez-le 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et faites-le passer très largement autour de vous. Bonne écoute à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Delphine. Olivier, je suis trop contente de t'attraper. On a planifié ce rendez-vous il y a des mois et des mois. Tu as un agenda surbooké. Merci de me faire un petit espace dans ton passage parisien. Avec plaisir. Alors, tu es chercheur en biologie et biophysique. Tu as un poste à l'INRAE et tu as un poste aussi à l'Institut Michel Serres. Tu vas nous raconter ce que c'est. Mais c'est pas tant sur la biologie elle-même, encore que, j'allais dire, on va pas parler de biologie, mais si, on va en parler quand même parce que tu t'en sers beaucoup pour illustrer tes propos. Mais on va parler en fait de nos récits de société. Quand on a tous conscience des défis environnementaux et climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, on pointe du doigt évidemment les énergies fossiles. Et souvent on s'en arrête là et on parle de substitution d'énergie, on parle d'optimisation. Et toi, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Tu viens à gratter sous l'iceberg et nous parler des récits de société qui sous-tendent cet usage de l'énergie. Tu nous dis, je vais le résumer très rapidement, mais on va passer beaucoup de temps dessus. Tu nous dis, en fait, on est une société qui a un culte de la productivité. Ce culte-là nous emmène dans le mur, pour toutes les raisons qu'on connaît et sur lesquelles on va revenir. Ça nous amène à une situation qui est de plus en plus fluctuante et donc très difficile à vivre. Et ça va aller en s'empirant. Et face à ça, il y a une réponse, c'est la robustesse. Donc on voit que tu nous amènes, tu pars de la biologie, mais tu nous emmènes à quelque chose qui est très systémique et qui, pour moi, est plus proche d'un travail d'un ethnologue presque, tu vois, qui viendrait regarder notre société avec des grandes lunettes. Un peu, hein. Et j'adore parce que dans Demain n'attend pas, comme je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, on aime bien aussi s'attaquer à des récits de société, les déconstruire et voir ce qu'il y a derrière. Donc on va se régaler aujourd'hui. Juste avant qu'on commence et que tu nous expliques ce que veulent dire tous ces termes, juste avant, je voudrais que tu m'expliques comment t'en es arrivé là, à la fois à quel moment tu as eu ta compréhension des enjeux climatiques et pas que climatiques, d'ailleurs des enjeux environnementaux. Qu'est-ce qui t'y a emmené ? Et puis à quel moment tu as fait cette jonction entre biologie végétale, qui est ta spécialité, et un récit beaucoup plus systémique que tu nous portes aujourd'hui. C'est un long chemin, mais je vais peut-être pas être trop exhaustif. Alors, nous, dans notre famille, on allait souvent se balader dans la nature. Moi, je suis vers Clermont-Ferrand, la chaîne des Puys, donc on allait souvent se balader. Donc, ce petit lien à la nature, il doit certainement venir de là, entre autres. Il y a aussi dans la famille des gens qui aiment beaucoup les jardins, tout ça. Donc, il y a ce petit lien-là. Et puis, la question environnementale, elle vient, quand on est de nos générations, ça vient. Alors, plus tardivement que la jeune génération, là, actuellement, eux, ça démarre à 5 ans, déjà, ils sont briefés, ce qui n'était pas mon cas quand j'avais 5 ans. Mais quand moi, je savais que je voulais faire de la biologie, que c'était le vivant qui m'intéressait, et donc... je passe les étapes, mais quand j'ai fait une thèse, j'étais pas très satisfait parce que c'était beaucoup de biologie moléculaire, très programmatique, et donc c'est plutôt après que je me suis plus éclaté finalement avec de la biologie systémique, les interactions, justement où il y a de la biophysique aussi impliquée dedans, et c'est là que la question de la robustesse arrive.
comment les systèmes vivants arrivent à résister aux fluctuations, comment ils jouent avec les fluctuations, etc. Donc ça, c'était plutôt la biologie, le laboratoire. Et en fait, je suis allé à une conférence à Berlin avec des artistes, société civile et académiques. C'était en 2014. Et donc c'est sur l'Anthropocène, donc cette fameuse époque où l'humain a une force géologique. Et là, des artistes m'ont dit que mon sujet sur la robustesse des plantes et mon éco-anxiété se parlaient. Alors attends, je m'arrête 30 secondes. Plusieurs choses. D'abord, tu étais déjà éco-anxieux. Donc on est en 2014. C'est l'époque où Cyril Dion va sortir demain. C'est l'époque... qu'est-ce qu'on avait déjà évidemment, on avait déjà eu des Rio. C'était 92. Donc on commençait à sentir... on avait eu Chirac qui nous avait dit « La terre brûlée, on regarde ailleurs ». Donc on commençait à sentir des choses, mais c'était encore pas très grand public. C'est devenu grand public plus ou moins à ce moment-là. Et toi, tu étais déjà éco-anxieux. D'où ça venait ? Je pense que quand on est dans les milieux scientifiques un petit peu, justement sur le vivant, rapidement, on parle des extinctions, des espèces, des problèmes de pollution. Il y a beaucoup de sujets de recherche qui sont même d'ailleurs qui sont parfois financés par Total pour étudier les effets des pollutions sur les êtres vivants. Donc en fait, ça se mord la queue un peu. Bon, mais oui, donc ça, je pense qu'il y a peut-être la biologie qui doit jouer là-dedans. Après, c'est aussi juste être un citoyen, finalement. Quand on écoute les infos, on s'intéresse un tout petit peu à la question. En fait, en gros, il y a un moment où on se dit que c'est un problème parmi tant d'autres, que c'est au même niveau que le pouvoir d'achat, quoi, pour le dire un petit peu simplement. Et puis à un autre moment, on se dit, tiens, je vais regarder un petit peu plus, quoi. Et quand on commence à regarder un peu plus on creuse et plus on se rend compte que, en fait, c'est vraiment à la racine du problème, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très fondamental. Et donc, plus on creuse, plus on se dit, en fait, c'est sérieux, quoi. Et puis à un moment, on se dit, là, en fait, on va pas y arriver. Oui. Donc, c'est là qu'on a les conversations, en fait. Bien sûr. Et puis après, on se dit, il y a peut-être d'autres chemins. Après, dans ton histoire, moi, ce que je trouve vraiment amusant et intéressant, c'est que ce soit des artistes, des collectifs d'artistes, qui t'est ouvert sur des connexions pour te faire aller plus loin que ta recherche scientifique, mais tout en te basant dessus. C'est absolument, ça. Ouais. Moi, parce que alors, dans la famille aussi, on a des artistes, donc tout ça, c'est un peu on vient pas de nulle part, forcément. Donc, j'étais peut-être un petit peu plus sensible à ça. Mais les artistes ont vraiment un rôle incroyable aujourd'hui. Alors, il faut pas les enfermer dans un rôle aussi. Les artistes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais il y a quand même une des fonctions des artistes. C'est ce que je dis souvent, c'est un artiste, c'est un paratonnerre qui est touché par le monde et qui génère du trouble. Et donc, en fait, ça veut dire phrase, que... Oui, je la valide. Mais en fait, c'est parce que... En gros, ça veut dire qu'ils sont peut-être un peu plus sensibles que la moyenne, quand même. Ils voient des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Et ils transposent leurs questions dans une question qui doit nous toucher. Ou qui peut nous toucher. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Moi, je n'avais pas vu. J'avais même pas vu ce que je faisais, en fait. Oui. Les implications. Mais tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Parce qu'effectivement, si tu me pardonnes le mot, c'est un saut quantique, en fait, entre une recherche sur des plantes et tu parlais de la robustesse des plantes, mais enfin, tu es quand même derrière des microscopes, j'imagine, en train de faire de la recherche moléculaire et une vision de société. Donc, ce lien s'est fait là, à Berlin, avec un collectif d'artistes. Génial. Donc, tu en ressors surpris, étonné et avec l'envie de creuser autrement. C'est ça. Et même pour la blague, quand je suis parti de je m'en souviens très bien, je suis dans la gare de Berlin, donc je quitte la conférence et dans la gare, je suis sur le quai, il y a les rails, et dans les rails, il y a un ballon de foot qui s'est coincé entre les rails. Et là, je me dis, oui, donc ça, c'est un signe du destin pour parler de performance, de contre-productivité et tout ça. Là, c'était tout dans la gare. Oui, mais parfois, tu vois, c'est un dipiti. Parfois, effectivement, il faut une image qui nous marque. Comment tu fais après ? Parce que tu es toujours coincé dans ton laboratoire, derrière ton microscope. Ouais. Comment tu fais ? Qu'est-ce qui fait passer un biologiste, un scientifique hard science, à ce que j'appellerais soft science ? Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais à des sciences... Si, on parle de sciences molles. Ouais, excuse-moi, c'est pas très beau comme mot. Ouais. Non, mais c'est plutôt les sciences humaines et sociales qui s'appellent sciences molles d'elles-mêmes. Et puis nous, on pourrait dire que nous, on est les sciences inhumaines, en fait. Les sciences dures. Mais alors, ce qui m'a fait... Alors, en fait, c'est un chemin. C'est qu'une fois que les artistes m'ont mis un petit peu sur la voie, ou m'ont fait dérailler, on pourrait le dire plutôt comme ça, en fait, j'ai commencé à faire des conférences. Alors, d'abord pour aller voir des artistes, d'ailleurs. Ensuite, aller voir... on le fait aussi, des interventions dans des écoles, dans des lycées, dans des associations, puis après dans des entreprises. Donc, de plus en plus loin, disons, de mon secteur d'activité. Et en fait, à chaque fois que j'en parlais... Alors déjà, j'apprenais beaucoup.
Mais aussi, je voyais bien que ça cliquait très fort, hein, cette idée de robustesse. Donc là, après, je me suis pas arrêté. Et à vrai dire, depuis 2-3 ans, je fais ça à très haute intensité. Ils me voient plus beaucoup au labo. Hein. J'ai quand même vraiment pris beaucoup de temps pour faire ça. Mais je l'assume complètement. Hein. C'est pas un sacrifice. Je pense que c'est maintenant qu'il faut en parler. Ouais, bien sûr. Alors, on y va, si tu veux bien. Donc tout à l'heure, quand j'ai résumé de façon un peu succincte ta pensée, et qui est très éclairante, je trouve, en 3 mots, en 3 phrases, on comprend tout ce que ça a déconstruit dans notre vision du monde. Donc c'est arrivé à ce niveau de synthèse, je pense que c'est un aboutissement. Mais si tu veux bien, on va revenir sur chacun de ces mots. Donc la première chose, c'est que tu nous dis on est dans une situation qui est déjà aujourd'hui devenue très instable. On le sent tous, on voit... Valence et les coulées les eaux très intenses, les coulées de boue, les pics de chaleur. Mais est-ce que tu peux nous définir comment toi, en tant que scientifique, tu parles de cette instabilité ? Alors moi, j'aime bien utiliser... alors il y a plusieurs expressions qu'on peut utiliser. On peut dire qu'on quitte le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. On peut dire qu'on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Ou on rentre dans le monde de la polycrise, de la permacrise, le monde VUCA, le monde BANI, donc c'est des acronymes, tout ça pour dire que ça devient variable et imprévisible. Moi, j'aime bien l'adjectif fluctuant. Parce que pour moi, c'est le bon adjectif. Fluctuant, ça veut dire variable et imprévisible. Donc, c'est vraiment ça. Mais il y a une autre expression qu'on peut utiliser, et que, en fait, à vrai dire, je préfère encore, c'est le burn-out planétaire. Oui. Parce que le burn-out est plus explicatif. La polycrise, c'est ce qu'on décrit, c'est ce qu'on voit. Mais les crises se succèdent, deviennent plus intenses et plus fréquentes. Que ce soit sur le plan climatique, social, géopolitique, économique. Enfin là, on est en plein dans une énorme fluctuation. On a en gros le 3e choc pétrolier qui s'hybride avec la 3e guerre mondiale. Hein, donc on est quand même dans quelque chose d'assez incroyable. Ça, c'est le monde fluctuant, variable, imprévisible. Mais voilà, si on s'arrête là, ça nous tombe dessus. Si on parle de burn-out... Ah bah là, on a une cause. Ça, c'est l'excès de performance qui crée ça. Quoi. Alors, burn-out, c'est un terme qu'on associe avec les hommes, pas tellement avec la Terre. Et on va revenir juste après sur les hommes, parce qu'en fait, tu nous lis les 2 situations. Et ça aussi, c'est quelque chose qui commence à arriver, je trouve, dans la pensée collective, mais c'est encore tout frais, tout récent. Donc, je voudrais t'entendre dessus. Mais avant ça, on appelle en général le sujet climatique, réchauffement climatique. Et pour aller dans ton sens, c'est un terme qui me satisfait très peu, parce qu'en fait, il y a bien sûr cette tendance au réchauffement, mais ce qu'on voit apparaître surtout, c'est du dérèglement. Le burn-out, là, tu adresses les causes profondes et une situation d'épuisement. Quelles sont, d'après toi, les caractéristiques de ce burn-out ? Un burn-out, c'est toujours causé par un excès de performance. Et donc, nous, en fait, quelqu'un qui fait de la performance épuise des ressources. C'est qu'un sprinter épuise ses ressources quand il fait sa performance. Et ben nous, les sociétés humaines, quand on est très performant, on épuise des ressources. C'est pareil. Et donc en fait, le focus sur le climat est très problématique parce que c'est le symptôme. C'est comme si, en gros, vouloir guérir le climat, c'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer. Le problème, c'est les ressources. C'est notre lien aux ressources, c'est nos liens au vivant, c'est nos liens à la terre, quoi. C'est notre rapport au monde qu'il va falloir questionner. Et donc, en fait, quand on parle de burn-out, ce qu'il faut questionner, c'est le burn-out qui est causé par notre excès de performance. Donc, ce qu'il faut questionner, c'est notre excès de performance. Sinon, on reste à la surface des choses. L'exemple pratique, c'est de dire qu'on va répondre à la question climatique en faisant de la sobriété. Alors, ce qui peut paraître une bonne idée, hein, on se dit, bah oui, on a dépassé les limites planétaires, donc il faut être sobre. Sauf que ça fait des avions sobres, si on ne questionne pas le cul de la performance. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu viens de nous dire. Là, tu parles de ce qu'on appelle l'effet rebond, j'imagine. Ouais. Donc, ton avion va consommer moins. Mais du coup, on va s'autoriser plus et on est corner, balle au centre. En fait, à la fin, il y a autant d'émissions, voire plus. Ah, bien, plus en fait. Est-ce que c'est une loi qui est systématisée ? Alors, c'est une loi systémique et Jevons en parlait déjà pour le charbon au 19e siècle. Donc, c'est pas comme si c'était une nouveauté. Hein. C'est vraiment connu, reconnu, reconnu. Alors, les avions sobres, ça permet l'ultra fast fashion. Oui. Il faut quand même réaliser ça, c'est que s'il n'y avait pas d'avion sobre, il n'y aurait pas d'ultra fast fashion. Oui, alors ce que tu nous rajoutes, c'est que l'effet rebond, il n'est pas nécessairement dans la même industrie, il peut être ailleurs. Ah, c'est indirect. En fait, si on paye moins pour du kérosène ou si on paye moins pour de l'essence, l'argent qu'on gagne, qu'est-ce qu'on en fait ? Peut-être qu'on fait plus de tourisme. En fait, voilà, et tout est comme ça. C'est pareil pour les voitures, pour les écrans plats, mais c'est même pour la quantité de mails, pour les réglementations.
Il y a aussi des effets rebonds là-dessus. En fait, on le réinvestit dans le prix et donc ça se retrouve dans les volumes. Tu pointes du doigt la croissance volumique, qui est la nôtre à peu près dans toutes les industries, si tu enlèves l'ultra-luxe, et qui s'est accentuée sur les 50 dernières années. Tu nous as parlé d'ultra-productivité. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est ce terme-là pour qu'on puisse s'y reconnaître ? Alors, la productivité fait appel à la notion d'optimisation. Et donc, quand on optimise, on augmente les performances. Et donc, ça veut dire qu'il faut définir la performance. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on optimise, on atteint son objectif encore plus vite, avec encore moins de moyens. Et donc, on est productif. Et ça génère plutôt des effets rebonds, ça génère de l'ébriété. Donc ça, on l'a évidemment dans le monde de l'entreprise, mais on l'a aussi dans toutes nos vies. On l'a dans la façon dont on éduque nos enfants, dans la façon dont on gère notre temps, voire dans la façon dont on gère nos relations. D'où je trouve que le mot burn-out que tu utilises est intéressant parce que il nous renvoie aux épidémies peut-être de burn-out qu'on observe autour de nous dans le monde occidental. Ah oui, c'est vraiment une épidémie. Ouais. Faut réaliser que le burn-out avant c'était quand on avait la cinquantaine. Là maintenant c'est quand on est lycéen. À 16 ans on fait un burn-out aujourd'hui. Le suicide maintenant c'est à 6 ans. Il faut quand même réaliser l'épidémie de dégradation de la santé mentale. C'est vraiment c'est hallucinant quand même. Et il y a des sondages qui montrent qu'il y aurait 10% de la population active qui serait soit en burn-out, soit en dégradation de la santé mentale au travail très élevée, très dégradée. Ça, c'est quand même un signe. Est-ce que tu peux nous faire ce lien entre burn-out de la planète et burn-out individuel ? Alors, dans les deux cas, on épuise les ressources. Donc, soit dans le burn-out individuel, on augmente sa performance. Donc, c'est qu'on va travailler, on va faire des heures supplémentaires, on va se mettre la pression, etc. Donc, en fait, on va épuiser ses ressources métaboliques, ses ressources à soi, mentales, ses neurones, tout ça, on va épuiser. Et la planète, c'est pareil. C'est que nous, les humains, quand on ouvre des mines, quand on augmente la performance de nos véhicules, de nos organisations, on va aussi épuiser des ressources. Donc, on va épuiser du pétrole, bien sûr, mais on va aussi épuiser du bois, de l'eau, des vivants. Donc, en fait, à chaque fois, on épuise des ressources. Et ça, on le sait aujourd'hui. On a mis un peu de temps à le comprendre, mais on a fini par comprendre que les ressources étaient finies en quantité et que notre dépendance à des ressources non renouvelables était criante. Mais on a aussi des dépendances Ce qui est fou, c'est qu'on épuise même les ressources renouvelables. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que les ressources. À l'eau, par exemple. Le bois, le vivant, la biodiversité. Et ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment à un moment incroyable où on peut commencer à voir la création de déserts par des humains. Bien sûr. Alors, sur le bois, c'est criant, pour le coup. Mais sur l'eau aussi, j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec Emma Aziza, qui nous parle très bien de ça. L'efficience dans le monde professionnel amène aussi à des organisations dans lesquelles il y a une perte de sens sur l'action individuelle. Et cette perte de sens est aussi facteur de burn-out assez accentué. Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que alors, la définition de la performance, somme de l'efficacité et de l'efficience, ça, c'est la définition du contrôleur de gestion. Donc c'est quand même une définition très particulière. Avant, c'était l'art de bien faire, la performance, qu'on retrouve encore dans la performance artistique. Oui. Mais sauf que cette définition-là a évolué. Maintenant, c'est donc atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Donc ça veut dire que le bien faire est devenu le bien régler. Et donc ça veut dire que quand on met l'accent sur la performance, en fait, le modèle, c'est la machine. C'est mort, en fait. Ce qu'on veut, c'est des machines performantes. Là, la perte de sens, c'est là qu'elle est. Et ça commence dans l'éducation. Bien sûr, bien sûr. Alors l'école de Jules Ferry, qui était aussi un fanatique de la colonisation, donc toujours pareil, performance, optimisation, là on y est à fond. Alors je vais pas trop lui lancer la pierre parce qu'à l'époque il y avait aussi des aspects positifs, mais aujourd'hui il va quand même falloir en sortir. Donc cette école de la compétition, alors ça fonctionne pour certains, je vais pas m'en plaindre, moi j'en ai plutôt profité. J'étais une des personnes pour lesquelles le système éducatif français me convenait bien. Moi ça m'a pas posé de problème, mais j'ai bien vu dans toute ma scolarité que l'essentiel des élèves, ça leur posait problème. En fait, si t'es pas parfaitement
développement adapté, tu réduis l'efficience collective et donc tu es dégagé du système. Ben voilà, progressivement, on voit bien, dans les classes, c'est ça qui se passe. Donc en fait, l'école de la République, on va dire, un petit peu historique, c'est plutôt historiquement une école de la compétition, où on met des notes, donc on a des indicateurs de performance, on fait des classements, il y a des concours, on sélectionne, tout ça c'est une rationalité de la performance. En fait, le monde entier est géré par ce principe d'efficience, en tout cas notre monde occidental. J'aimerais bien qu'on redescende, si tu veux bien, dans des verticales, dans des secteurs, parce que ça va nous aider à voir comment ta loi s'applique et quels sont les dysfonctionnements actuels, mais aussi quelles sont les perspectives qui est d'un autre type de fonctionnement qui existe déjà et qu'on pourrait développer. Je vais les prendre un peu en vrac, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, dans ce que tu vois dans l'agriculture, à la fois pourquoi ta loi a trop d'efficacité, trop d'efficience tue en fait l'agriculture et pourquoi la robustesse en fait existe déjà et nous emmènerait vers un autre schéma agricole. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, il y a 1 à 2 suicides de paysans tous les jours. Oui. C'est le secteur le plus impacté par le culte de la performance. En fait, si on regarde juste le nombre de suicides, c'est le numéro 1. Et là, on voit bien le lien burn-out de la planète et burn-out individuel. Il est direct. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Et c'est aussi un secteur qui, quelque part, qu'on a stimulé dans les années 50. Ce qu'on pouvait comprendre, parce qu'il fallait nourrir la population augmentait, on sortait de la guerre, etc. Donc tout ça, ça se comprend très bien. Pourquoi on n'a pas déraillé plus tôt ? C'est que ça aurait dû être une période transitoire. En gros, voilà, il y a une urgence, il y a plus d'humains, il y a plus de Français sur le territoire. Donc là, il faut les nourrir. Donc on augmente transitoirement le rendement. Le problème, c'est qu'on a fait un effet de cliquet. On a considéré que c'était la norme. Et surtout, on a fait des changements structurels que tu as beaucoup de mal à défaire, puisqu'on le remembrement, exactement. La mécanisation à outrance. Aujourd'hui, c'est les drones numériques, c'est la même suite. Et puis, c'est aussi c'est un monde agricole qui devient aliéné. C'est qu'en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs, on les appelait des paysans. Oui. Ils tenaient leur pays. Ils étaient autonomes sur leur pays. Moi, je t'ai parlé d'exploitants agricoles. Le terme. Voilà, il est terrible. Dit beaucoup. Donc là, quand on dit agriculteurs, en fait, on fait croire aux agriculteurs que ce sont des ingénieurs, alors que ça devient des sous-traitants d'une technocratie distante. Alors, il faut quand même bien réaliser que, là, je ne suis pas en train de faire d'agribashing, au contraire, c'est pour tout inverser, tous les sujets socio-écologiques, que ce soit les pollutions, le climat, la biodiversité ou la pénurie de ressources, ça passera par l'agriculture. C'est clair. C'est de très loin le premier levier. C'est-à-dire que c'est minoritaire en termes de population active, c'est 2% de la population active, donc c'est tout petit. Mais c'est là que ça se passe. C'est là qu'en fait, on inverse tout. C'est le premier levier. Donc, c'est un boulevard. Un boulevard, ça. C'est au cœur du problème, mais du coup, au cœur des solutions, et bien sûr. Exactement. C'est l'agroalimentaire, c'est à peu près 1/4 de nos émissions carbone. C'est l'essentiel des pollutions. C'est un gros enjeu autour de l'eau. Voilà. Et puis, si on stimule la biodiversité avec de l'agroécologie, notamment, si on commence à penser ces agrosystèmes comme des écosystèmes. Amène-nous là-dessus, s'il te plaît. C'est quoi, du coup, une agriculture robuste ? Alors, une agriculture robuste, c'est vraiment c'est le modèle agroécologique, pour le dire rapidement. C'est que dans 10 ans, on dira agriculture et ce sera de l'agroécologie. Il n'y aura même pas besoin de préciser. C'est qu'en fait, ça veut dire qu'on considère son agrosystème comme un écosystème. Donc, ça veut dire qu'on remplace les engrais qu'on fait venir d'Arabie Saoudite ou de Russie. On enlève les pesticides, ou en tout cas, les pesticides, on les utilise peut-être tous les 5 ans en cas de zoonose, ou d'épidémie vraiment très, très particulière. Mais en général, on n'utilise pas de pesticides. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on n'a plus ces dépendances-là. Tout ça, on le remplace par de la biodiversité dans le territoire. Donc la biodiversité, c'est pas seulement mélanger des variétés de blé, c'est aussi mettre des arbres au-dessus. Donc c'est de l'agroforesterie. Ça veut dire stimuler la symbiose des sols, remettre de la biomasse dans les sols. Tout ça, c'est la syntropie, les différents étages, tout ça. Plein d'exemples. Il y en a vraiment pléthore. La permaculture, le milpa mexicain, les jardins créoles dans les Caraïbes. Il y a toute une zoologie de solutions. En plus, on les connaît. On les connaît. Ça marche très bien. C'est là, mais ça reste encore aujourd'hui à la marge du système. Mais ça augmente. Mais ça augmente, absolument. Quels sont pour toi les freins à leur développement et comment les faire sauter ? Alors le principal frein, certainement, c'est le cœur du système. C'est que dans le cœur du système, on a des gens qui gagnent des millions d'euros
avec l'ancien système, donc ils n'ont absolument aucune raison de changer. Et à vrai dire, je ne relance pas la pierre, hein, parce que pourquoi ils changeraient ? Ils ont un système qui marche très bien, ils gagnent plein d'argent avec, donc pourquoi ils changeraient ? Alors, le truc, c'est qu'à la marge, là, on a des petits paysans qui vivent dans les fluctuations et qui ne peuvent plus démarrer en agriculture intensive. C'est trop cher, ils ne vont pas s'acheter le tracteur à 100 000 €. Hein. J'ai vu un chiffre qui m'a frappé l'autre jour, on a perdu 40% des exploitations agricoles sur les 10 dernières années. 40% en 10 ans. Ouais. Donc voilà, donc si on voulait... Donc, le frein, il y a un frein, on va dire, interne, des paysans qui sont très riches et du coup qui peuvent acheter les petites parcelles qui débordent, on va dire, voilà, et donc ils grossissent. Alors ce qui est d'ailleurs terrible parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner plus d'argent alors qu'ils travaillent plus pour gagner 1% de plus peut-être. Hein. Donc c'est vraiment de la performance contre-productive. Ils sont en train de préparer leur burn-out, hein. Tous en gagnant des millions, mais quand même un peu. Mais ils sont très peu. Hein. Il faut aussi le dire. Hein. Les millionnaires agriculteurs, il y en a très très peu. Hein. Il faut quand même le dire. Il y a Arnaud Rousseau, quoi. Voilà. Mais il y en a pas beaucoup, quoi. Mais par contre, l'autre frein, c'est l'État. Le ministère de l'Agriculture. Ce qui est incroyable, c'est que si on veut être sérieux sur la question agricole, et si on a bien compris que c'était le premier levier pour tout inverser, ce qu'il faut faire, alors c'est tout simple, hein, c'est chaque fois qu'il y a une succession, et Dieu sait s'il y a des successions, parce qu'il y a plein de paysans qui mettent la clé sous la porte, là, et ben l'État réquisitionne la terre, vraiment, il l'achète, il la prend, quoi, il la fragmente et il la donne à Terre de Liens. Terre de Liens la met à disposition à des petits paysans qui font de l'agroécologie. C'est comme ça qu'on peut accélérer la transition agroécologique. Enfin, pour moi, c'est la façon la plus rapide de faire une transition agroécologique. On a tous les outils, on a tous les paysans, on a des néo-ruraux, on a des agriculteurs, on a des paysans qui n'attendent que ça, d'avoir du foncier, parce que c'est un des leviers, un des freins principaux. Et ça demande uniquement du courage politique. C'est tout ce que ça demande. Un instant, parce que j'avais jamais entendu cette idée-là, un instant quand je t'écoutais, j'ai pensé à une nationalisation des terres, mais en fait c'est pas ça. Ce que tu veux, c'est garantir un accès, une baisse des prix du foncier pour qu'il y ait un accès à de la propriété privée plus petite. Une fragmentation. Voilà. Une fragmentation, parce que des très grandes parcelles, c'est ingérable. Ouais. Enfin, si c'est gérable par beaucoup de mécanisation, et donc on repart en agriculture intensive. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent il faut bien nourrir la France et la planète, on a un sujet de prix, et l'intensivité du système permet de baisser les prix? Alors, l'agriculture française, actuellement, quand on met 1 € dans l'agriculture française, ça coûte 3 € à la communauté. Parce qu'il faut dépolluer l'eau, dépolluer les sols, et il y a énormément de problèmes de santé, y compris pour les agriculteurs. Hein. Marc-André Selos parle souvent de je souriais parce que je pensais à Marc-André, avec qui j'ai enregistré il y a 2 mois. Les cancers chez les paysans sont très particuliers, et on sait très bien qu'ils sont pas, c'est pas les cancers de la ville, hein, c'est les cancers de la campagne quand on est exposé à des pesticides. Hein. Ça, c'est vraiment très très clair. Donc là, il y a le coût, il est énorme. Et alors, nourrir la population, alors il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, si je prends l'agriculture mondiale, hein, parce que l'agriculture française, elle est vraiment très excédentaire, mais si je prends donc plus dur, hein, je prends l'agriculture mondiale, et dans le monde, il y a entre 1 tiers et 40% des aliments qui ne rencontrent jamais un estomac humain, donc ils sont gâchés, gaspillables. Et avec les 2 tiers restants, on fait plus de gens obèses que de gens mal nourris. Donc on produit trop. On produit beaucoup trop. Et donc, si on continue à augmenter la production, on va gâcher encore plus d'aliments et on fera des gens encore plus obèses. Donc, c'est très clair. Le premier problème, c'est pas un problème de production, c'est un problème de distribution. Donc, ça veut dire que si on fait de l'agroécologie, évidemment que s'il y aura beaucoup plus de circuits courts. Donc, en fait, on fait les deux. On dépollue les territoires, on rend les paysans plus autonomes, on fait de la souveraineté géopolitique et en plus, on nourrit mieux et on évite du gâchis, quoi. Et tu pointes du doigt un autre sujet qui est sous-jacent, qui est la réflexion en territoire, la relocalisation, c'est derrière ton raisonnement, on le sent très fort. Merci pour ce point de vue sur l'agriculture. Je vais te déplacer ailleurs, mais parce que je trouve que la multiplication des illustrations va nous permettre aussi de se dire, c'est quoi finalement cette robustesse dont tu parles ? On va aller dans l'industrie, si tu veux bien. Je sais pas, on va prendre l'industrie textile. Ouais, tu vois. Parfait. L'industrie textile, on est en plein dedans, puisque là, tu as la fast fashion qui a débarqué et qui en termes d'illustration d'un système ultra productif, tu peux pas faire tellement mieux, je pense. Donc raconte-nous à la fois quelles sont les règles de l'industrie actuelle, mais aussi à quoi ressemble une industrie robuste demain.
Et déjà aujourd'hui, puisqu'il y en a quand même. Il y aurait plein de choses à dire. Mais sur l'ultra fast fashion, ce qui est incroyable, c'est qu'on transporte des vêtements qui ont été faits souvent par des esclaves, parfois des esclaves ouïghours, mais des esclaves en général. Donc dans des avions, qu'on change toutes les semaines, hein, c'est vraiment de l'ultra fast fashion, transportés en avion cargo pour satisfaire les caprices de quelques clients. Alors, il faut bien comprendre qu'un avion cargo, sa seule justification, c'est de transporter des denrées périssables dans une zone de crise humanitaire. Ça ne sert qu'à ça, un avion cargo. Le fait que ça serve à utiliser à transporter l'ultra fast fashion, ça dit vraiment l'absence de régulation. Quand même, ça devrait être interdit, mais juste c'est la base, quoi. Bon, et en plus, évidemment, en concurrence déloyale, ça veut dire que quand on a une industrie textile locale, si on joue le jeu, c'est sûr qu'on perd. Parce que là, et une on concurrence le voit, pareille. Puisque notre industrie textile est moribonde. Voilà, donc en fait, il faut changer les règles du jeu. Faut pas jouer le jeu. C'est que jouer le jeu dans ce jeu-là, c'est l'expression de la Commission européenne, là, la concurrence libre et non faussée. Non, la concurrence est faussée quand elle est libre. Il faut commencer à un peu questionner tous ces dogmes qui sont hérités du monde du pétrole abondant, hein, quand même. Alors, quand tu dis ça, en fait, tu appelles à la réglementation, tu appelles éventuellement à la taxation carbone. Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, mais du coup, je te relance dessus. Que faudrait-il pour avoir un jeu qui soit moins faussé entre notre industrie textile, probablement plus robuste, et l'industrie fast fashion qui épuise toutes nos ressources? Il y a des outils tout simples, c'est le bonus-malus, par exemple. Donc, même sans chercher des réglementations trop compliquées, un vêtement transporté par avion cargo avec des produits chimiques qu'on ne connaît pas en Europe ou qu'on n'autorise pas en Europe devrait être interdit sur le territoire. Donc ça, c'est une réglementation. Et ceux qui passent la réglementation, c'est vraiment juste de base. Hein, quand on fait une lessive avec de la fast fashion, c'est des produits chimiques qui se retrouvent dans notre eau. Après, elles se retrouvent là-dedans. Hein. Donc c'est quand même assez incroyable que ce soit autorisé en Europe. Hein, des produits chimiques qu'on ne connaît pas. Hein. On ne sait même pas les analyser. Des produits chimiques qu'on interdit, bien sûr, dans l'Hexagone. Mais il y a encore pire. Il y a des produits qu'on ne connaît pas dans cette eau. Donc ça, c'est quand même incroyable. Bon, on va dire que ça, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Et puis ensuite, ceux qui, en gros, passent les règles, bonus-malus, voilà, en fonction des conditions sociales dans lesquelles ils ont été produits ou transportés. Donc ça veut dire qu'un produit fait avec des salariés qui payent leurs impôts en France, donc c'est pas des esclaves, et qui sont produits en circuit court, il y a un bonus. C'est pareil pour d'ailleurs les produits ultra transformés ou produits frais du territoire dans l'agriculture. Hein. C'est la même chose. C'est pas possible qu'un produit ultra transformé soit moins cher qu'un produit frais du territoire. C'est pareil pour l'ultra fast fashion versus ce que feraient les jeans 1083, les chaussures Cécile, les pulls Royal Maire. Tout ça, il devrait y avoir un bonus, quoi, évidemment. Donc en fait, tu préconises d'utiliser la fiscalité pour pouvoir retrouver un écart de prix qui n'induise pas une compétition déloyale. Alors ça pourrait être une fiscalité ou une cotisation, ou il y aura plein de mécanismes. C'est pas forcément rétroactif. Ça pourrait être une taxe à l'entrée, oui. Donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais il y aurait plein de façons d'imaginer ça. Hein. Mais ce qui est fou, c'est la naïveté quand même du modèle. Ça, on a vraiment l'impression que l'Europe se dit on va être compétitif avec l'ultra fast fashion chinois. Mais non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, on veut pas jouer le jeu. Donc, une des façons de faire dérailler le système, c'est pour les acteurs textiles en Europe de faire des coalitions. Et donc de faire de la concurrence faussée. Il faut fausser la concurrence. Parce que sinon, on sera en concurrence avec l'ultra fast fashion chinoise et d'ailleurs. Ils vont assez vite mourir. En quoi est-ce que notre industrie textile est plus robuste ? Alors, il y a plein de choses. Il y a l'aspect coopératif. Donc, il y a beaucoup de coopératives dans le monde textile. Il y a beaucoup de coalitions. Impact France en parle assez souvent. Enfin, il y a pas mal de la rue du Made in France, par exemple, à Paris. Mais il y a plein de marques, DAO, LDB. Enfin, il y a tout un champ comme ça là, qui est là. Et il y a aussi, dans la robustesse, il y a aussi la réactivation de filières locales. Du lin, par exemple, du chanvre, enfin, des choses. Alors, surtout le lin pour les vêtements. Donc, on commence à voir des filières qui vraiment se posent des questions sur, par exemple, remplacer le coton. De prendre du coton de Turquie ou d'ailleurs, parce que c'est pas très durable ce truc-là. Donc comment on remplace du coton par de la cellulose qui est faite à base de lin, à base d'autres plantes, mais qu'on fait pousser sur le territoire. Là, en fait, on a plein de choses disponibles et on a plein de savoir-faire aussi historiquement. Donc, le Sentier à Paris, par exemple, c'était un haut lieu de la mode. C'était pas il y a pas si longtemps. Koukaï, c'était pas si longtemps. Ouais, mais Koukaï est mort. Bien sûr.
Donc, ce que tu appelles robuste pour le textile, ça va être une indépendance, d'abord évidemment la qualité de ce qui est produit, mais une indépendance à la fois en termes de matières premières et de sites de production vis-à-vis des pays lointains, ce qui permet par ailleurs de garantir une législation à la fois sociale et environnementale. Ouais. Mais ça va plus loin, c'est aussi l'idée, par exemple, que dans les écoles, il devrait y avoir des cours de couture. On devrait avoir un lien à la matière. La matière, le mot matière, c'est la même racine que la mer, la terre-mère. Donc en fait, quand on dit que les jeunes sont trop matérialistes, non, c'est le contraire. Ils sont pas assez matérialistes. Il faut les remettre les mains à la pâte. Et donc ça, c'est l'outil en main, par exemple, l'association là qui invite les jeunes à apprendre l'artisanat. Ça, c'est super. Ça, là, on se réancre dans le territoire. On est fiers de ce qu'on fait. En plus, ça, c'est pour se requérir la santé mentale. Ça, c'est extraordinaire aussi. Ça me fait penser à des prises de parole de Satish Kumar, que tu dois connaître. Il parle un peu de l'artisanat, mais il nous parle beaucoup aussi de remettre les mains dans la terre pour les enfants. Et d'ailleurs, les écoles qu'il a créées pour les enfants, parce qu'il a créé le Schumacher College, mais il a aussi créé des écoles pour enfants, ont systématiquement des champs à côté dans lesquels on cultive, et des lieux de cuisine collective dans lesquels on fait à manger ensemble pour savoir d'où vient l'alimentation. Il y a un bel exemple en Belgique. Alors, c'est pas tout à fait une école, mais l'arbre qui pousse, qui est pas très loin de Bruxelles. C'est exactement ça. C'est une ferme qui est un peu une ferme école avec un espace de coworking, avec des champs à côté. Et tout ça, c'est c'est vrai que le lien à la terre, c'est qu'il faut pas rêver. Des enfants qu'on élève dans une salle de classe très ordonnée, très classée, entre 4 murs et qui voient du béton toute leur vie de jeunesse, faut pas arriver, ils vont pas développer un lien émotionnel au vivant. Donc ils vont pas comprendre, ils vont se dire on va régler le problème climatique en mettant des batteries au lithium. C'est ça qui sort en fait. Si par contre dans leur petite jeunesse ils ont pris en main une limace, peut-être qu'ils ont un autre lien émotionnel au vivant. Et aujourd'hui, comme tu le sais, il y a une déconnexion énorme des enfants, de nous tous, mais en particulier des enfants par rapport au monde du vivant. Et il y a un test qui circule où on leur a fait reconnaître des espèces animales et végétales, je crois essentiellement végétales, et des marques. Et en fait, ils reconnaissent massivement les logos et pas du tout les arbres et les végétaux. Donc on est en plein dans ce que tu dis. Et ce que tu connais pas, tu ne veux pas le protéger et tu t'en désintéresses. Ou tu veux le résoudre par de l'innovation pure. Alors justement, l'innovation, troisième secteur dont je voudrais te faire parler, l'innovation, le digital, l'AI, aujourd'hui, est-ce que tu le vois comme un lieu de productivité, d'efficience, ou comme une opportunité d'apporter de la robustesse ? Alors c'est assez incroyable parce que là c'est l'exemple typique du secteur où la performance est contre-productive, parce que c'est un secteur qui est en train de s'autodétruire. C'est que l'IA est en train de détruire Internet par exemple. C'est qu'aujourd'hui sur Internet il y a un tiers des pages Internet qui sont faites par des IA. Donc on commence à ne plus avoir confiance à ce qu'on voit sur les pages Internet. L'IA elle-même, les LLM, les Large Language Models, donc les IA génératives, se nourrissent des contenus qu'elles produisent elles-mêmes sur Internet. Donc la consanguinité, ça veut dire que c'est une arme de destruction massive. C'est en train de détruire les contenus, de produire des contenus de plus en plus pauvres, de moins en moins fiables. Ouais. Donc en fait, donc ça, c'est typiquement, parce que pour moi, le point de recul qu'il faut prendre là, c'est se rendre compte que le monde de la performance, de l'ultra-performance, est profondément technophobe. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un peu cette image que quand on fait des machines très performantes, on est technophile. C'est le contraire, parce que plus c'est performant, plus c'est contre-productif. Et donc, plus on crée des technologies qui sont aliénantes, que les citoyens sont plus capables de réparer, de faire évoluer. Même les développeurs de l'IA, c'est des boîtes noires. Les développeurs de l'IA ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, ils sont aliénés par ce qu'ils créent. Il faut quand même réaliser le délire, quand même. Donc ça c'est le monde de l'ultra-performance qui est technophobe et qui en plus fait des technologies qui, à chaque fois qu'il y a une technologie plus performante, elle écrase la technologie plus ancienne. Donc, quand le béton s'est développé dans les années 60, on a perdu énormément de compétences en construction géosourcée, biosourcée, etc. Donc en fait, c'est le monde de la robustesse, c'est lui qui est technophile. Parce que là, en fait, on relie les citoyens. Tu peux dire ça, et il y a quelque chose d'un peu provocateur, évidemment, derrière les termes que tu emploies. Tu nous pousses un peu dans nos retranchements. Ouais. Mais au-delà de cette provocation,
aujourd'hui, on sent se développer de façon massive un monde qui nous fait perdre en fait en compétences, comme tu viens de le dire avec l'image du béton, mais cette fois-ci appliquée, mais appliquée au développement de l'IA aujourd'hui. On sent bien que nos compétences à nous commencent à être attaquées et celles de l'enfance encore plus, puisque la façon dont les enfants s'entraînent dans les écoles est complètement bouleversée par l'arrivée de l'IA. On donne plus de devoirs à la maison parce que ça serait fait par une IA, donc c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais du coup, il y a pas d'entraînement. Et je parlais avec quelqu'un aux États-Unis récemment qui me parlait de devoirs réalisés par des IA, parce que les étudiants se donnent pas la peine de le faire, corrigés par des IA, parce que les profs se donnent plus la peine de corriger. C'est du théâtre. Donc c'est super. Mais enfin bon, il y a plus aucun apprentissage là-dedans. Oui. Donc, pour revenir au sujet de la robustesse, ces désapprentissages risquent de nous rendre, nous, humains, quand même beaucoup moins robustes demain. Ouais. Est-ce que tu confortes ce risque? Oui, carrément. Et qu'est-ce que tu vois qui te donne de l'espoir, à l'inverse, sur ce sujet-là? Alors, il y a plein d'exemples. Donc, l'IA, c'est vraiment le cas extrême. Mais quand on a commencé à développer la télémédecine, on a justifié la poursuite des déserts médicaux. C'est que c'est pas une réponse, c'est pas pour résoudre le problème des déserts médicaux, c'est pour l'alimenter, la télémédecine. Je dis pas qu'il faut l'arrêter, la télémédecine. Donc on n'a pas lié à une situation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où on n'a plus accès à Internet, des télémédecins, ils servent à rien. Et en plus, on n'a plus du tout de médecins dans le territoire. Et le temps de reformer des médecins, ça met 20 ans. Donc non, ça marche pas. Non. Donc je suis pas contre la télémédecine, c'est sa généralisation. C'est le fait qu'on en fasse l'alpha et l'oméga. Et c'est pareil pour l'IA. Là, aujourd'hui, on est les cobayes, quoi. On est les premiers. Donc on est capable de faire la part des choses. On a la double compétence avec ou sans IA. Donc il faut bien réaliser que des étudiants qui font médecine aujourd'hui, s'ils n'apprennent que des techniques avec de l'IA, leur compétence, ce sera d'appuyer sur des boutons poussoirs. Bien sûr. Ils vont pas être des très bons chirurgiens ou plein de compétences associées. Donc en fait, ça, c'est du désapprentissage à la source. Et le problème, c'est que apprendre une compétence complexe, ça prend du temps. Donc si l'IA nous donne une réponse instantanée, on va croire que ça, on l'a pour l'éternité. Alors que c'est une des infrastructures les plus fragiles au monde. D'ailleurs, on le voit bien. Avec l'Iran en ce moment, là, les premières données, les premiers centres qui sont attaqués, c'est les centres de données, les data centers qui sont bordés, parce que c'est d'une fragilité incroyable. On n'a jamais pensé que le monde que c'était possible d'être en guerre. C'est l'idéologie du monde stable. On construit, on met des pays où on donne de l'eau douce, le Koweït, 93% de l'eau douce au Koweït, ça vient d'usines de dessalement. Évidemment que c'est la première cible. C'est comme pour l'agriculture, la monoculture attire le pathogène. Et dès qu'on a un truc qui est centralisé, c'est ça qu'on va attaquer. La centrale nucléaire, c'est pareil, c'est ce qu'on va attaquer. L'IA, c'est pareil, ça sera les premières choses qui sont attaquées. Les cyberattaques, c'est aussi les gros centres, les gros logiciels, ceux qui sont dominants, qui sont attaqués. Donc tu abondes sur les risques de l'IA, que sont un grand renforcement de nos fragilités, à la fois par nos désapprentissages et aussi par la possibilité de tirer la prise, en fait, très facilement. Oui. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus que tu vois poindre qui te donnent espoir? Parce que tu vois, quand on parlait de l'agriculture ou de l'industrie textile, tu nous disais, mais en fait, on connaît les solutions, elles sont déjà là. Il y a un sujet de généralisation, il y a un sujet de législation pour créer un environnement qui soit propice à leur développement. Sur l'IA, qu'est-ce que tu vois qui nous donne un peu d'espoir? S'il te plaît, j'en ai besoin ce matin. Oui, bien sûr. Alors, l'IA, le modèle ChatGPT, c'est un vieux modèle, en fait. C'est un modèle très centralisé, avec une culture anglo-américaine qu'on présente comme un oracle planétaire, alors qu'il y a la culture latine qui est absente, la culture chinoise qui est absente. Il y a plein de cultures qui sont absentes. Donc tout ça va être vite ringardisé. Donc ce que je vois de beaucoup plus positif, le futur de l'IA, pour moi, c'est des petites IA très locales où l'utilisateur a la main dans le code. Donc en fait, c'est du bricolage. C'est des IA qui nous aident localement, mais où donc elles sont pas très performantes. Elles sont pas assez performantes et donc du coup l'humain doit passer derrière, doit vérifier, doit s'hybrider avec l'IA. Ça c'est robuste parce que on a tous les bénéfices de l'IA, c'est que l'IA va nous exposer à des nouveaux contenus, des choses qu'on n'attendait pas. Ça c'est de la sérendipité, du hasard heureux. Donc ça c'est plutôt de la robustesse. On ajoute des cordes à notre arc, mais par contre on laisse pas l'IA en roue libre. Tu me fais penser à ces gens qui repassent à des téléphones ancienne génération. Oui.
pour finalement réduire leur addiction parce que le téléphone il est pas très sympathique, on scrolle plus difficilement, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, on a aussi beaucoup appris dans le monde de la performance, donc on va pas juste revenir en arrière, hein. On va plutôt, dans tout ce qu'on a appris, dans toutes ces décennies de performance en roue libre, il y a des choses quand même très intéressantes dans le tas. Maintenant, il faut les refaire passer au filtre du monde fluctuant. Qu'est-ce qui tient la route et qu'est-ce qu'on peut enrobuster dans tout ça? L'IA va pas y échapper, c'est pareil. Donc des IA très centralisées, détenues par un pays, les États-Unis, Sam Altman, ça c'est hyper fragile. Évidemment que ça, on n'en veut plus. Mais c'est une question de souveraineté géopolitique, souveraineté économique, évidemment. On arrête ça, hein, les GAFAM, tout ça, on arrête. Par contre, on bascule vers des choses où on est capable de bricoler soi-même. Donc ça ne veut pas dire que ça va être moins, moins pertinent ou moins adapté à l'avenir. Ça sera peut-être un peu moins convivial, ça c'est possible. Mais par contre, ça sera beaucoup plus... on aura cette fierté, quoi, ce lien vraiment à l'outil, un outil convivial, comme disait Ivan Illich, quoi. Avec une vraie difficulté qui est la course à l'investissement de l'autre côté dans des systèmes rentabilisés sur une échelle mondiale. Oui, mais justement, on n'en a plus besoin là. C'est qu'en fait, la course à l'investissement, hein, quand Sam Altman demande 1400 milliards de dollars cette année là, pour ses investissements, pour une boîte qui fait que 15 milliards de résultats et qui est un remboursement de dette, il faut quand même réaliser le délire là aussi. Hein, quand on fait des petites IA locales avec un forum open source, il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement. C'est un mirage, cette histoire de... D'ailleurs, c'est une bulle. Hein. J'ai rencontré plusieurs banquiers qui m'ont dit mais la bulle de l'IA, elle va exploser. C'est pas une question de savoir si elle va exploser, c'est quand elle va exploser. Et alors, si tu veux bien, Olivier, je vais t'amener sur un secteur que tu connais bien, celui des sciences, qui, en fait, contre toute perception extérieure, est un secteur extrêmement efficient, avec des KPIs extrêmement directifs, puisque tu reçois tes financements en fonction de tes publications, et donc il y a une course à la publication. Comment tu juges le secteur dont tu viens, et comment tu t'en accommodes, ou comment tu l'amènes vers de la robustesse ? Alors, donc, comme tous les secteurs, on est tous dans la soupe, tous et toutes dans la soupe de la performance. Donc, le monde de la recherche, c'est pareil. On a des indicateurs de performance, les facteurs d'impact des journaux, le classement de Shanghai des universités. Alors, dans certains pays, ça va assez loin. Singapour, le Vietnam, par exemple, le salaire des chercheurs est indexé sur le facteur d'impact des journaux dans lequel ils publient. Donc, ça, c'est un pouce au crime. Et en effet, c'est un pouce au crime. Hein. Il y a des publics qui sortent très rapidement parce que il y a besoin de construire la piscine, quoi, hein, pour le dire un petit peu rapidement. Donc ça existe hein, dans le monde de la recherche. Hein. Les chercheurs sont des humains, hein, donc voilà, on tombe dans le panneau comme tout le monde. Bien sûr, on réagit à nos indicateurs de succès. Alors il y a quand même des réactions. Donc ça, le protocole DORA, par exemple, en Europe, hein, qui fait que quand on recrute des personnes, quand on fait des concours en Europe, on ne regarde plus, enfin en théorie, on ne regarde plus les facteurs d'impact des journaux. Ce qu'on regarde, c'est la qualité de la science. Est-ce que ça a été quelque chose d'innovant, qui a vraiment ouvert un nouveau champ disciplinaire, donc le fond, quoi, hein, vraiment. Et donc ça demande un vrai travail de dissection, de lecture. On ne va pas s'arrêter à un chiffre. Donc ça, c'est le protocole DORA. Donc ça veut dire que maintenant, dans la plupart des concours de recrutement en Europe, maintenant, c'est par défaut. Donc parce qu'on a bien vu hein, le biais que ça faisait, ça pousse à la fraude, etc. Enfin, donc tout ça, là, donc ça commence à venir. Mais il y a d'autres choses qu'on peut imaginer, et notamment dans les laboratoires, sur les financements, par exemple, c'est de mutualiser les financements. Donc alors je peux en parler parce que c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. Donc quand nous on est 130 dans le laboratoire, reproduction et développement des plantes, quand quelqu'un a un financement, que ce soit européen, national ou intercontinental, le financement est mis intégralement à disposition des 130 personnes du laboratoire. Donc pour les activités, les équipements, du consommable, etc. Donc ça veut dire que là, il y a des grosses discussions, évidemment, pour savoir quel choix stratégique on fait, mais surtout, ça permet beaucoup de discussions entre les personnes, ça fait des projets très interdisciplinaires, parce qu'évidemment, on est curieux de savoir ce que fait l'autre, et surtout, ça apaise beaucoup les tensions. Et alors que notre laboratoire, il est très robuste de ce point de vue-là, parce qu'en fait, on n'a plus des projets à 3 ans, où on met 1 an et demi à chercher un financement, on a tous des projets à 20 ans, parce qu'on a mutualisé. Donc en fait, on ne joue plus les règles du jeu, quoi. Alors, merci pour toutes ces applications, en fait, des termes que tu utilises. Productivité intense, d'un côté, excuse-moi, c'est pas ton terme, productivité intense, c'est efficience. Moi, c'est plutôt performance, quoi. C'est efficacité, parce qu'aussi atteindre l'objectif, c'est un problème aussi. Donc, performance d'un côté et robustesse de l'autre. Je t'avais pas fait définir le terme de robustesse en amont, mais par contre, on le voit au travers de toutes ces illustrations, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc, je voudrais y venir maintenant. Comment, au travers de tous ces exemples, comment est-ce que tu peux nous définir de façon plus générique qu'est-ce qu'un système robuste ? Alors, un système robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations.
Ça, c'est la définition dynamique de la robustesse. Et à vrai dire, c'est la seule définition de la robustesse. Donc ça vient de Quercus robur, le chêne. Hein. Donc le chêne, c'est l'exemple canonique de la robustesse. C'est stable dans le vent et ça résiste aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales. Donc c'est viable. L'espace de viabilité est énorme. Mais il y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est que si on va chercher un synonyme à robustesse dans le dictionnaire, on va tomber sur le mot solidité. Et bien ça, c'est l'idéologie du monde stable qui est venue polluer notre dictionnaire. Et c'est vrai pour la plupart des mots. Les mots, ils ont 5000 ans. Hein. L'écriture, ça a 5000 ans. Et donc les mots ont été définis avec cette idée de la stabilité climatique, qui est une anomalie. 10 000 ans de stabilité climatique, c'est quand même très rare dans l'histoire de la Terre. Là, on sort de cette stabilité climatique. Donc les mots, il va falloir les redéfinir dans le monde instable, qui est le seul qui existe. Ça n'existe pas, le monde stable. Les planètes tournent, le sang tourne. Donc la seule définition de la robustesse, c'est stable et viable malgré les fluctuations. Donc c'est un système où on est un peu comme le roseau dans la fable de La Fontaine, en fait. Les tempêtes nous passent dessus, on plie, mais on ne se brise pas. Les deux sont robustes. C'est parce que souvent, on pourrait penser que le roseau est robuste et que le chêne ne l'est pas, si on suit la fable de La Fontaine. Les deux sont robustes. C'est-à-dire que le roseau, il est robuste pour un être vivant qui a une durée de vie courte. Donc c'est plutôt une robustesse mécanique, plie mais ne casse pas. Le chêne, lui, s'il casse une branche, c'est pas grave, parce qu'il a plein de bourgeons, donc il va refaire des branches, il va refaire des feuilles, et il va durer des centaines d'années comme ça. Alors, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais tu bases aussi cette façon de décrypter notre société sur toutes tes analyses scientifiques, biologiques de la nature. Je voudrais à la fois t'entendre un peu sur ce parallèle et aussi questionner le parallèle lui-même, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut utiliser la nature comme une base pour lui faire dire un bon code de conduite pour l'humain. Là, il y a le point clé, c'est que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Ça, c'est la définition de la robustesse. Les êtres vivants, pour être robustes, mettent la performance au second plan. Ils sont robustes avant d'être performants. Parce que pour être robuste, il faut du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre. Donc ça veut dire des lenteurs, de l'incertitude, des incohérences, que des contre-performances qui permettent d'absorber les chocs. Ce que tu vois tout le temps dans le monde du vivant. Alors c'est une évidence. L'arbre, par exemple, a plein de feuilles. Il y a beaucoup de redondance. Un arbre optimisé, c'est une branche, une feuille. Très fragile. Donc évidemment que les arbres ont plein de feuilles. Et nous, c'est pareil, on a plein d'alvéoles pulmonaires dans les poumons, etc. Donc ça, c'est ce que nous dit le vivant. Et ça, c'est vraiment un fait établi, parce que les êtres vivants vivent avec les fluctuations, donc ils sont robustes, donc ils mettent la performance au second plan. Mais vraiment bien loin derrière. C'est vraiment la robustesse d'abord. Alors ça, c'est ce que nous disent les êtres vivants. Et donc en effet, je bascule dans le monde social immédiatement après ça. Ce faisant, ils acceptent une déperdition de leur énergie. Alors ils l'accueillent, ils ne l'acceptent pas, ils l'accueillent. C'est-à-dire que le monde vivant, c'est un monde de fuite. Ça fuit de tous les côtés, tous les cycles, c'est vraiment pas du tout optimisé. L'arbre qui perd ses feuilles à l'automne. Un arbre qui perd ses feuilles à l'automne, il perd énormément de feuilles. Il faut réaliser la masse qui est perdue. Et il y a juste une toute petite partie qui va renourrir l'arbre. Par contre, toutes ces feuilles-là nourrissent la robustesse de l'écosystème qui, du coup, va enrobuster le contexte dans lequel est l'arbre. Et ça va aussi ajouter de la robustesse à l'arbre. Mais c'est vraiment... Il y a des fuites de tous les côtés, radiatifs, de tout style, chimique, électrique, ça fuit de tous les côtés. Donc, c'est pas du tout optimisé. C'est pour ça que très souvent, on dit la nature, c'est harmonieux, c'est sobre. Alors, oui, l'harmonie, ça c'est très subjectif. Évidemment que c'est harmonieux parce qu'on est nous-mêmes des vivants, donc on pense que c'est harmonieux. Mais par contre, c'est pas du tout sobre. Oui. Les êtres vivants ne sont pas sobres du tout. Ce qui me frappe dans les images que tu décris, et puis je reviendrai juste après sur la limite peut-être de ces images, mais ce qui me frappe, c'est aussi l'acceptation de nos imperfections, en fait. La nature, telle que tu l'as décrit, avec cette multiplicité beaucoup trop vaste par rapport à ses besoins, mais aussi ces cycles avec... tu parlais de l'automne et toutes les feuilles qui tombent, mais c'est aussi une forme d'acceptation des cycles de la nature, des imperfections, qui est quelque chose que culturellement on a mis derrière nous. Mais c'est pas une acceptation, c'est de l'accueil. Oui. C'est qu'en fait, c'est comme le jazzman qui fait de l'impro, Il va pas accepter l'erreur, il va l'accueillir. Oui. C'est pareil pour les êtres vivants. Ils accueillent. Les enfants ne se ressemblent pas à leurs parents parce qu'il y a des erreurs. Lorsque les chromosomes sont brassés, sont cassés en 1000 morceaux et sont recollés avec plein d'erreurs, ça permet d'augmenter l'hétérogénéité dans la population.
Et donc, c'est accueilli, parce que ça va enrobuster la population. Les erreurs sont du potentiel. En fait, mais même, c'est pareil dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la science. L'innovation, c'est toujours le produit d'une erreur. Ouais. Parce que si on fait un projet en recherche et qu'on atteint l'objectif qu'on s'était dit, ça veut dire qu'on n'a pas innové. Mais on voit bien, Olivier, tout ce que ça vient contrecarrer aujourd'hui. Ah, bien sûr, ça j'entends bien. Mais oui, parce qu'on veut être des machines. Donc, une machine doit être parfaite. Une machine qui est parfaite, elle est morte. Le vivant, c'est l'imperfection. Oui. Alors, on vient quelque part au cœur aussi du sujet, parce que, en fait, c'est un changement culturel que tu appelles de tes voeux. C'est vraiment un changement de récit, de façon de voir le monde. Et là, tu vois, les exemples que tu nous donnes, c'est exactement ça. J'adore quand tu me reprends en disant il s'agit d'accueillir les imperfections, et ça me renvoie aussi j'ai fait il n'y a pas très longtemps un atelier de Kensuke, qui est cet art japonais d'aller vers de la réparation, et c'est magnifique, à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan symbolique, parce que et c'est éminemment robuste. Absolument. Je pense que ça serait une belle image pour ce que tu nous décris aussi. Je voudrais en venir sur comment on fait en fait pour faire ces changements de récit, parce que c'est peut-être ce qui est le plus dur. Bien sûr, c'est le rôle des romans, c'est le rôle des films. Il y a pas mal de choses qui s'attaquent à nous faire percevoir le monde différemment. C'est le rôle des artistes. On a commencé là-dessus, on y revient. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour aller aussi faire naître ces idées? Alors, toi, tu vas passer d'une conférence à l'autre, tu participes à cette transformation. Oui, mais comment on fait à grande échelle, dans un monde qui est quand même très largement mondialisé, et où nos sources d'information et notre culture est façonnée par justement ce récit de la productivité, de l'efficience partout. Alors, la première chose à réaliser, c'est que cette loi du vivant, là, qui est si bien incarnée dans le vivant, le compromis performance-robustesse, c'est une loi universelle. Ce n'est pas une exclusivité du vivant. Parce que c'est vrai que si c'était que dans le vivant, là on pourrait se dire, oui, alors ça nous rappelle un peu l'eugénisme, le darwinisme social, quand les biologistes voulaient organiser la société, bien toxique. Pourquoi je n'hésite pas à le faire dans le monde social? Parce que ce compromis performance-robustesse, ça ne dépend pas du système. L'exemple que je prends souvent, c'est le linguiste. Un linguiste qui parle des langages dirait la même chose que moi. On n'a pas besoin d'un biologiste pour parler de robustesse. Le langage, il est robuste parce qu'il n'est pas performant. C'est-à-dire que si je parlais parfaitement, il n'y aurait plus d'incompréhension, donc il n'y aurait plus de dialogue, donc il n'y aurait plus de langage. En fait, ce que le langage est robuste parce qu'il est imparfait. Si je comprends bien, Olivier, tu reviens sur ma question précédente et tu me dis j'utilise l'image de la nature, mais c'est une allégorie, voilà. Et j'en aurai d'autres. Exactement. Et donc, la question que je te levais, qui était est-ce qu'on a le droit d'utiliser la nature pour nous dicter des règles morales? On a squeezé un peu vite cette question, mais en fait, tu y reviens directement, voilà, en me disant j'utilise pas la nature. C'est même pas une règle morale, c'est une règle de viabilité. Et donc ça répond aussi à la question, à une autre question, à la question suivante, c'est de dire si on ne fait pas ça, ce sera pas viable. C'est que le monde fluctuant, il nous tombe dessus. C'est la phrase de Denis Meadows. Nous nous préoccupons des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc le monde fluctuant, il arrive. Et il est déjà là, à vrai dire. Et ça va augmenter au XXIe siècle. Donc si ça fluctue de plus en plus, il faut être robuste. Si on n'est pas robuste, on se fera dégager par le monde fluctuant. Quand je dis on, c'est une organisation, un individu, une technologie. Si c'est trop performant, si c'est trop optimisé, si c'est suroptimisé, ce sera trop fragile. Et donc, dans un monde fluctuant, ça va dégager. Donc, ça, c'est inéluctable. Le monde fluctuant va sélectionner les robustes. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment... il n'y a pas le choix d'avoir le choix, parce que c'est évidemment des solutions plurielles. Mais par contre, l'autoroute performante, ça dégage, évidemment. Donc, ça, c'est une façon de dire, mais ça ne veut pas dire que, par contre, il ne faut rien faire pour anticiper. C'est que c'est inéluctable, mais si on attend que ça arrive, il y aura beaucoup de casses. Et il y en a déjà beaucoup. On peut penser à Gaza, le Liban, le Soudan, toute une série là, de conflits actuellement, des conflits de ressources, beaucoup, liés à d'autres choses aussi, mais qui sont en fait le monde de l'ultra-performance en libre course. C'est vraiment assez dingue. Donc comment on fait pour... je ne vais pas dire accélérer, mais en tout cas accompagner, en faisant le moins de casse possible, une transformation non violente, comment on change les récits. Alors moi, ce que je
met souvent en avant, c'est en effet de prendre des exemples inspirants dans le territoire. C'est qu'en fait, ce monde robuste, il est déjà là. Alors, on en a déjà un petit peu discuté dans le monde agricole, dans le monde textile, mais partout, hein, le low-tech, le tout réparable, les conventions citoyennes, les approches participatives, il y en a partout. À chaque fois, c'est moins performant, donc plus robuste. C'est vraiment, on peut le trouver. Et donc ça, en fait, si on s'engage dans ces projets-là, alors déjà, on prend soin de sa santé mentale, parce que là, on est actif. Ça, c'est le meilleur moyen de lutter contre son éco-anxiété, c'est s'engager dans un projet dans son territoire. On enrobuste son territoire. Donc là, oui, on va être aussi bien plus près. En fait, on sera moins dépendant de ce que dit Trump, par exemple, si on est dans un territoire robuste. Voilà, on sera plus dépendant de ces délires, quoi. Et puis, la troisième chose, c'est que ça ringardise le monde de l'ultra-performance. C'est qu'en fait, c'est là qu'on a toutes les solutions dans le monde futur. Donc, ta réponse sur le changement de récit, c'est faites-le advenir. Il y a déjà beaucoup de choses. Parlons-en, démultiplions-le. Et ces choses-là, elles arrivent au niveau local. Donc, favorisons toutes les initiatives de robustesse locale qui donnent de l'autonomie en termes de souveraineté alimentaire, en termes d'emploi, d'indépendance par rapport aux taxes dont tu parlais sans les mentionner de Trump, etc. Donc il y a ça, donc l'engagement territorial, mais il y a aussi des outils. Parce que c'est vrai que si on va voir un investisseur en lui disant je suis engagé dans un projet local, c'est super, c'est très robuste, bon, il va peut-être pas être très convaincu, quoi. Donc l'investisseur, il faut lui donner une carte, c'est la carte du monde fluctuant. Et ce qu'il faut lui faire, c'est un stress test. Le stress test, ça permet de s'acculturer au monde fluctuant. Et donc là, on voit très bien toutes les stratégies d'optimisation, elles tombent. Oui, les entreprises commencent à rentrer là-dedans. Oui, bien sûr. Elles commencent à être sensibles à l'augmentation du niveau de risque sur leur site de production, qui commence à être affecté par soit des risques climatiques, soit de la montée des eaux, ou des... donc ça, c'est quelque chose qu'ils entendent. Et qu'ils commencent à entendre, mais tout doucement, sur le sujet de leur approvisionnement en matières premières. Tout doucement, parce que ça, ils ne s'en rendent pas encore vraiment compte. Alors, trop doucement, mais c'est là, enfin, dans l'année qui vient, ma prédiction, c'est que ça va vraiment tanguer très très fort. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'on a construit des systèmes. Il y a des exemples caricaturaux. La Slovénie, en Slovénie, il y a eu une inondation il y a quelques années qui a inondé une usine qui faisait une pièce pour des voitures Porsche et Audi. Bon, cette usine était hors service pendant 1 an. Et bien pendant 1 an, Porsche et Audi n'ont pas pu faire certains modèles parce qu'il leur manquait cette pièce. Comment on a pu concevoir des chaînes de production aussi fragiles ? Mais ça, c'est des Porsche et des Audi, c'est pas très grave. Mais c'est ce qu'on voit avec les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, les usines de dessalement de l'eau, produits à Taïwan, les data centers. Et Taïwan est à risque. Ou c'est ce qu'on voit aujourd'hui au moment de la guerre en Iran, avec notre dépendance pétrolière qui est tout est comme ça. nu. Le lithium, c'est pareil. L'aluminium, c'est pareil. L'aluminium, avant, il était en Russie. Maintenant, c'est plus possible. Donc maintenant, il vient du Moyen-Orient. C'est n'importe quoi. Enfin, quand on réalise bien. Donc c'est pour ça. Moi, je pense que les entreprises commencent à voir le problème. Là, ça va vraiment être un wake-up call, comme on dit. Hein. C'est plus du tout possible de fonctionner comme ça, quoi. C'est terminé. Ce monde-là est mort, en fait. C'est terminé. Et pour autant, les entreprises continuent de jouer dans un système où les indicateurs de performance restent ton bas de page, ta croissance de chiffre d'affaires, et c'est mesuré. Si c'est pas au quarter, c'est à la journée. Donc, on reste dans elles ont un terrain de jeu qui reste celui du monde de la productivité. Bien sûr. Qui rend difficile le chemin vers la robustesse. Alors, moi, ce que je dis souvent quand je rencontre des entrepreneurs, c'est pourquoi obéissez-vous au culte de la performance. C'est-à-dire que quand on est un entrepreneur, normalement, ce qui nous drive, c'est le côté créatif, quoi. C'est des créateurs, des entrepreneurs, normalement. Là, ils obéissent. Ils obéissent. Donc, non, il faut désobéir au culte de la performance. Ils obéissent parce qu'ils sont en dépendance en termes de capitaux. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, comment les capitaux sont gérés selon ces règles. Exactement. Donc, il faut créer les conditions dans lesquelles on n'est plus dépendant de ça. Donc, alors, les entreprises familiales sont un peu en avance sur ce sujet-là, parce qu'en général, elles sont moins dépendantes des capitaux extérieurs. Mais celles qui ont des actionnaires très lointains, américains, chinois ou autres, c'est le moment ou jamais pour commencer à développer un projet parallèle en autonomie territoriale pour progressivement lâcher la bride. Ou racheter des parts, en tout cas, mais il faut vraiment se poser cette question-là. Les entreprises qui sont robustes, ce sont les archipels. Donc, c'est pas des énormes multinationales avec des actionnaires de partout, parce que ça, c'est hyper fragile. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un article des Échos de 2017. Être une multinationale, c'est un handicap. Ça, dans le monde fluctuant, évidemment que c'est un handicap, surtout si on fonctionne avec des actionnaires, on est complètement hors sol, quoi. Et maintenant, il faut s'ancrer dans son territoire. Il y a que comme ça qu'on peut être robuste, quoi. Et
c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Ça veut dire qu'on va faire des entreprises plus intéressantes, plus engagées, plus en lien avec les habitants du territoire. En fait, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes que je rencontre. Hein. Le monde qui vient est plus joyeux que le monde qu'on quitte. Je te remercie. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est une belle note et ça sera une note finale parfaite. Je t'emmène sur mes questions finales. 2 questions. Est-ce que tu as un livre que tu aimerais nous transmettre, qui a été important pour toi sur ton chemin, qu'il soit lié à ce concept de robustesse ou pas? Alors, il y a évidemment la limite à la croissance, le rapport au Club de Rome, qui est très bien écrit. Hein. Enfin, Donella Meadows a fait un sacré travail pédagogique pour que ce soit très très clair. Après, sinon, il y en aurait plein, mais peut-être il y en aurait plein. Hein. Je vais faire un petit choix, mais il y avait Sandra Lucbert aussi qui a été, elle a écrit des petits textes très intéressants sur notre conditionnement socio-économique, sur le procès France Télécom, sur la dette, sur le ministère des Comptes Publics, des choses comme ça, quoi. Donc ça c'est aussi très pertinent. Hartmut Rosa, la résonance. Enfin bon, je vais pas faire la liste, mais il y a plein de choses qui. Non, mais c'est intéressant. Et une dernière question, quelle personne inspirante et engagée aimerais-tu voir à ce micro, à ta place? Sandra Lucbert. Voilà, Sandra, je t'attends. Oui. Super. Merci beaucoup, Olivier. Merci. C'était passionnant. Et surtout, ça résonne, je pense, avec chacun d'entre nous, à la fois dans notre vie privée, la façon dont on éduque nos enfants, dans notre rapport au temps. Tu parlais d'Hartmut Rosa, qui est le grand spécialiste de la grande accélération dans laquelle on est. Et dans éventuellement nos fatigues, voire nos burn-out personnels, et dans nos engagements professionnels, les entreprises qu'on accompagne et les visions vers lesquelles on peut les emmener pour aller vers une transition. Donc, merci pour tout ça. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.